puisque je crois que cette année, je sais même que cette année, vous avez voulu, nous avons voulu mettre à l'honneur des femmes très engagées dans le processus des révolutions démocratiques arabes, et qui vont venir témoigner de la difficulté, mais en même temps de caractère exaltant, mais difficile, d'être à la fois des femmes et des femmes engagées dans un processus de démocratisation qui a commencé, et dont on espère qu'il ira jusqu'à son terme, et un terme heureux et positif. Je vous souhaite tous la bienvenue à cette grande rencontre culturelle que nous avons eu l'honneur d'organiser donc en partenariat avec la mairie du 14e arrondissement. Il nous a fourni son aide morale et logistique. Nos remerciements vont plus spécialement à M. le maire, Pascal Cherki, à Mme la maire adjointe, Marie-Thérèse Atala. Nous remercions également chaleureusement Mounira Chapli, Maïtel Missani, Samar Yasmin d'avoir accepté d'intervenir dans le débat et Robert Solé de l'animer. C'est la troisième grande rencontre culturelle que nous organisons dans la belle salle de mariage de la mairie depuis 2009, année de la fondation de notre club, grâce au père Maroun Atala, à qui je rends hommage malgré son absence parmi nous ce soir malheureusement. Le club a été créé dans la foulée de la nomination de Beyrouth capitale mondiale du livre pour 2008-2009 par le directeur général de l'UNESCO. Un adage très classique dans le monde arabe voulait qu'on écrive au Caire, qu'on édite à Beyrouth et qu'on lise à Bagdad. Avec le soulèvement qui traverse les sociétés arabes et malgré les vicissitudes, nous formons le vœu que dans un avenir proche, on puisse tout à la fois écrire, éditer et lire en toute liberté et en toute égalité hommes-femmes dans tous les pays arabes. La révolution, notamment celle des femmes, aura alors touché à son but ultime. Les femmes présentes à cette tribune, que nous sommes fiers d'accueillir, en sont les symboles vivants. Robert Solé saura mieux que moi vous les présenter. Aussi, je lui donne la parole, sans tarder, mais enfin, avant, il y a quelqu'un qui va vous souhaiter la bienvenue ici. Nos trois femmes ce soir invitées qui sont à l'honneur, Madame Samar Yasmin, qui vient de Syrie, qui vit à Paris depuis très peu de temps. Elle est venue à Paris en pleine révolution dans son pays. Elle est à Paris, elle sillonne l'Italie et la France et même l'Europe pour expliquer le combat de son peuple en faveur de la liberté et de la démocratie et de la paix civile et de la paix pour toute la population pour un changement démocratique. Avec nous aussi Mounira Chapli de Tunisie, qui vit aussi également à Paris et qui est universitaire, écrivaine, qui a écrit un très beau roman qui s'intitule Sous les pas de nos mères, que j'ai lu très agréablement et qui a tout dit sur ce qui s'est passé, même si elle l'a écrit bien avant la Révolution. Elle a tout dit, elle a tout prévu et elle va elle-même vous en parler beaucoup mieux que moi. Et bienvenue à Maïtel Missani qui vient du Caire, qui vit au Caire, Et merci à M. Robert Solé encore une fois qui va animer cette soirée, ce débat. Donc ce débat va se dérouler maintenant. J'invite nos trois écrivaines à la table du débat. Je signale que Samar Yasmin, qui vient de Syrie, qui va nous faire l'honneur de nous expliquer le soulèvement et la révolution syrienne. Elle est arabophone, donc avec elle, elle va être assistée par Rita Bassi, qui est elle-même aussi écrivaine, mais pas du tout traductrice, mais qui va faire l'effort et elle a eu la gentillesse de venir nous aider pour traduire les interventions de Samar Yasmin. Nous sommes très bien entourés ce soir par des femmes qui sont à la fois talentueuses et courageuses. Et quand je dis ça, je pense aussi bien à leurs écrits, à ce qu'elles publient, qu'à leur engagement militant. Alors, comme on l'a dit, vous aurez la parole tout à l'heure. On va essayer de ménager un temps pour un débat avec la salle. Mais d'abord, on va laisser s'exprimer
qu'elles s'exprimeront, débattront entre elles probablement, tout ça étant un peu improvisé, et il faut que ce soit improvisé, et donc à la fin nous aurons un débat avec la salle. Alors je prends dans l'ordre alphabétique parce qu'il faut bien faire un choix. Mounira Chati, qui est tunisienne, donc qui est à l'extrême gauche. L'extrême gauche. Elle est tunisienne. Elle a quitté. Alors vous me corrigez, vous m'interrompez si je me trompe, je vais aller très vite. Vous, à 18 ans, vous quittez la Tunisie pour suivre des études à l'Université de Provence. Vous obtenez un doctorat en littérature comparée et ensuite vous enseignez à l'Université de Nice. Et bizarrement, elle nous a expliqué pourquoi, depuis 2002, vous êtes maître de conférence à l'Université de Nouvelle-Calédonie. Ben, je pose tout de suite la question, pourquoi Nouvelle-Calédonie? C'est bizarre ça, non? Merci. D'abord, je voudrais remercier le club de l'année du livre qui me fait l'honneur ce soir de participer à cette soirée et de rencontrer ces autres écrivaines et bien d'autres personnes. Merci M. Robert Solé pour votre présentation. Vous savez presque tout sur moi, donc il n'y a rien à redire, rien à corriger. Non, c'est pas fini, mais répondez à la question. Pourquoi la Nouvelle-Calédonie? Bizarrement, oui, je me pose encore la question. Voilà. Alors je continue. Vous avez mené différents travaux sur les littératures post-coloniales. Hein? Vous avez publié des nouvelles et des articles dans diverses revues spécialisées, des articles sur l'identité, l'immigration, la littérature. Et alors vous avez publié un très beau roman en 2009 qui s'appelle Sous les pas des mers, que vous avez écrit en français aux éditions de l'Amandier. Et alors ce roman, on va y revenir tout à l'heure, qui bouscule un peu les tabous, la sexualité, la condition de la femme, l'antisémitisme, maladie mentale, etc. Le sujet de votre doctorat, l'écriture de la déportation et de la Shoah, ou la double impossibilité entre le silence et le dire. Pourquoi est-ce qu'une Tunisienne, musulmane, de famille musulmane, jusqu'à une licence généraliste, comme tout le monde. Ensuite, une maîtrise et un DEA sur la littérature un peu francophone. Je travaillais même sur Kateb Yassine. Donc là, j'étais vraiment là où on m'attendait. Et justement, c'est en discutant, c'est en découvrant quelques auteurs, en particulier un excellent écrivain israélien, David Grossman, que les choses ont commencé à changer. Et j'ai eu envie véritablement de faire un détour par l'autre. Et pour moi, l'autre qui était absolument autre, c'est-à-dire celui qui fait l'objet de représentations, de stéréotypes, d'une haine tout à fait viscérale, et donc j'ai eu envie de relever ce défi. Donc voilà, et de ne pas être là où tout le monde m'attendait, c'est-à-dire une maghrébine, étudiante étrangère, qui devait être là pour faire une thèse sur la littérature maghrébine, d'expression française. Voilà. Bonsoir, madame. Alors, toujours dans l'ordre alphabétique, Maï, Telmisani, nous avons un point commun, c'est que nous avons grandi dans la même ville, Héliopolis. Héliopolis dans la banlieue du Caire, et je lui en veux beaucoup parce qu'elle a publié un très beau roman qui s'appelle Héliopolis. J'aurais aimé un jour écrire un livre qui s'appelle Héliopolis, c'est fini, c'est impossible. Alors, Maï, elle appartient à une famille d'artistes intellectuels. Elle a publié 2 romans, donc Héliopolis, et un autre très beau aussi, qui était son premier roman, Domyazad, on va y revenir. Alors, Maï a obtenu une maîtrise de lettres françaises à l'Université du Caire, puis un doctorat à l'Université de Montréal. Elle a présenté, et il faut m'interrompre moi si je dis des choses fausses, elle a présenté des programmes culturels
enseigné la littérature, la traduction et le cinéma en Égypte et au Canada. Son dernier livre, Les Murs du Paradis, qui a été publié au Caire en 2009, raconte son expérience canadienne et ses retours successifs en Égypte. Elle est en train, sauf erreur, d'écrire un roman, cette fois en français. Les deux précédents étaient écrits en arabe et ont été traduits et publiés chez Actes Sud, un roman en français. Et elle a créé un site internet très intéressant en arabe, où il y a des vidéos en particulier très frappantes, qui s'appelle Dawla Madaneya.com. Et on va y revenir tout à l'heure parce que c'est un de ces sujets auxquels elle tient énormément, je crois, un état civil, si on peut dire. On va y revenir, c'est de lui. Alors, deux questions simplement, Amaï, avant de... Est-ce que c'est la chute de Moubarak qui vous a incité à revenir en Égypte ou pas? Non, je rêve d'y revenir depuis déjà mon départ au Canada. J'habite au Canada depuis 1998 et chaque année, je suis cycliste. Chaque année, pendant l'hiver, et vous connaissez déjà le Canadien, je décide de quitter ma maison au Canada et de rentrer en Égypte. Je ne le fais pas depuis 14 ans, mais là maintenant, je suis professeur agrégé à l'Université d'Ottawa, la capitale, et donc j'ai une demi-sabbatique et j'ai décidé de passer mes 6 mois de sabbatique en Égypte, soi-disant pour faire de la recherche, mais j'en profite pour aller sur la place Tahrir, j'en suis au 2. Alors ça sera intéressant, on y reviendra tout à l'heure parce que moi j'avais noté quelque chose, il y a quelques années on disait, il y avait un spécialiste de littérature égyptienne qui disait ceci: Maïd el-Missani s'inscrit au cœur d'une nouvelle génération d'écrivains égyptiens qui prolonge les interrogations sociopolitiques en empruntant les voies d'une écriture de l'intime. Une écriture de l'intime. Or maintenant, Maï est une engagée publiquement, politiquement. Elle n'est pas la seule, d'ailleurs, j'ai aperçu dans la salle Tahan Rachid, qui est réalisatrice égyptienne. J'ai entendu à la radio plusieurs fois aujourd'hui, sur France Inter et France Info, elle doit être là, et elle a signé avec Samar Yazbek un manifeste d'intellectuels arabes dont j'ai le texte ici et qui a été publié aujourd'hui dans Le Monde. On y reviendra aussi. Bien, et ça me fait la liaison justement avec Samar Yazbek, qui elle a publié 4 romans. 4 romans, mais que nous connaissons qu'en arabe pour le moment. Et le projet, il y en a un en tout cas qui sera publié bientôt, Un parfum de cannelle, chez Luché Chastel. Elle a écrit également des recueils de nouvelles, des scénarios de films. Alors, j'entre tout de suite dans le sujet en disant, et vous le savez parce qu'elle a beaucoup fait parler d'elle ces derniers temps. Elle appartient et ce n'est pas rien, dans la situation actuelle en Syrie, elle appartient à la communauté alawite, c'est-à-dire la même communauté que le président syrien et que les dirigeants syriens. On lui posera la question tout à l'heure sur ce que ça représente pour elle. Elle a participé aux manifestations du soulèvement en Syrie. Elle a publié déjà au printemps de l'année dernière des textes très courageux qui lui ont valu des arrestations. Un matin du mois de mai, il y a des gens, des policiers qui sont venus l'arrêter et la conduire les yeux bandés dans un centre de détention. Je parle sous son contrôle. Et pour la punir ou pour améliorer son écriture, comme lui ont dit les policiers, on l'a
force dans des cellules où de jeunes manifestants avaient été torturés, pour ne pas dire massacrés. Et on a cru que ça allait la faire taire. Et en réalité, en sortant de cette expérience terrible, elle a témoigné et elle n'a plus cessé de parler. Et je pense qu'elle a porté des coups très très durs au régime syrien par ses témoignages, on y reviendra. Alors c'est son journal au jour le jour des 4 premiers mois du soulèvement en Syrie qui va être publié très bientôt. Oui, il est déjà sorti et vous l'aurez incessamment. Donc il sera appelé Feu croisé chez Buchet-Chastel et c'est son journal au jour le jour des 4 premiers mois du soulèvement. Alors moi j'ai une question. La question qu'on se pose finalement, est-ce que votre appartenance à la communauté alawite a facilité, compliqué les choses? Est-ce que c'est pour ça que vous avez été à la fois mieux traité et beaucoup plus mal que d'autres? Quelle est l'incidence de votre appartenance à cette communauté? مساء الخير. يعني هذا السؤال الإجابة عنه تحتاج لوقت طويل. أقول إنه من الصعب جدا اختصار أي مواطن سوري بطائفته. يعني Déjà, Marie-Thérèse, je ne suis pas du tout une interprète professionnelle, donc je demande la clémence de l'auditoire. Donc je vais essayer d'être le plus fidèle possible au propos de sa majesté. Donc cette question demande beaucoup de temps, mais ce que je peux dire, c'est qu'on ne peut réduire n'importe quel citoyen syrien à son appartenance communautaire. كان هذا يعني مسألة إلى وجهين، وجه ممكن يشكل لي حماية كون النظام هو طائفي، النظام طبيعة النظام تركيبة النظام السوري طائفية، كان ممكن يشكل لي هذا سهولة وكان ممكن يشكل أيضا صعوبة. En réalité, cette question est à double tranchant parce que à la fois elle peut me faciliter les choses vu que le régime est un régime confessionnel, ou au contraire me compliquer les choses parce que ce régime est à caractère confessionnel et communautaire. بس بالمحصلة أنا بعتقد التعامل معي كان أكثر رأفة من التعامل مع غيري. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que le régime m'a traité d'une manière moins dure qu'il l'a fait pour les autres. طبعا نتيجة القسوة الوحشية التي ظهرت لاحقا أنا اعتبرت ما حدث معي مجرد مسحة خفيفة. Par rapport à ce qui a eu lieu comme atrocité plus tard, j'ai considéré que ce qui m'est arrivé était vraiment très banal. Merci beaucoup. On va revenir sur tout ça. Maintenant, moi je voudrais poser alors des questions un petit peu sur leur œuvre et leur action à chacune des 3 intervenantes. Et puis elles vont discuter entre elles. On va essayer de les faire discuter entre elles, puis avec la salle. Alors, Mounir Achati, ce roman, Sous les pas des mers, je ne vais pas le résumer, on le racontera un roman, mais c'est quelque part dans un village du Maghreb, on ne sait pas où, il y a 2 clans qui s'affrontent, il y a plein de personnages dans ce roman, qui sont aussi bien loufoques que tragiques, hein,
qui sont parfois atteints de folie. Folie, c'est un mot d'ailleurs qui ne doit pas être prononcé, c'est un mot tabou, on parle des djinns, etc. Et puis il y a la sexualité qui est là, toujours présente, refoulée, etc. Ce roman est hanté par le suicide de l'aïeul qui a eu le malheur, à sa nuit de noces, de n'avoir pas pu démontrer qu'elle était vierge. Elle va se suicider. La narratrice principale, qui est Mélia, dénonce la religion et elle dit ceci. Je disais que notre société était bloquée par la religion et la tradition, nous obligeant à vivre dans la frustration sexuelle, la honte, la séparation entre les hommes et les femmes. Un jour, je suis allé un peu plus loin en annonçant joyeusement à mes camarades la mort de Dieu. La religion est l'opium du peuple, répétais-je en citant Marx. Pour ma part, j'étais soulagé de savoir que Dieu n'existait pas, car petite fille, j'étais effrayée par la résurrection, le jugement dernier, l'enfer. Je décidai de convaincre des filles voilées d'enlever le voile, de se libérer, quoi. J'ai prêché pendant quelques semaines jusqu'au jour où je fus dénoncé par un élève voilé pendant un cours d'instruction religieuse. Bon. Alors il y a le père qui est très contradictoire, très complexe, qui bat ses enfants et qui en même temps les pousse à faire des études. Il y a la mère. Vous dites à propos de la mère, quelques décennies de malheur l'avaient peut-être contrainte à se fabriquer une armure qui désormais nous rendait étrangères l'une à l'autre. Et Mélia, bon, le personnage central du roman, va aller faire des études en France. J'imagine qu'il y a une part d'autobiographie dans ce roman, comme dans tous nos romans. Bon. Mais la question que je veux vous poser est la suivante. On a l'impression, dans cette société que vous décrivez, où les femmes sont humiliées, sont battues parfois, sont discriminées à tout point de vue, que ce sont elles qui tirent les ficelles. Autrement dit, qu'on est dans une société, la société de votre roman, on se demande si ce n'est pas finalement une société matriarcale. Je vous pose la question. Merci. En effet, les personnages, et en particulier les personnages de la mère et du père, sont extrêmement contradictoires, extrêmement ambivalents. Les mères, et donc plus généralement les femmes, alors, effectivement, on a l'impression qu'elles, comme vous dites, tirent les ficelles, qu'elles ont un certain pouvoir caché, donc comme les djinns finalement, ça revient un petit peu, les femmes, elles occupent le monde invisible, mais ce que la narratrice dénonce, c'est justement l'absence de visibilité des femmes. C'est-à-dire que les femmes, dans l'intimité, dans les familles, dans l'éducation en particulier des enfants, des garçons et des filles, elles transmettent beaucoup de choses. Et c'est ce que Mélia dénonce d'ailleurs. C'est ce pouvoir finalement des femmes qu'on retrouve dans les sociétés du Maghreb, mais que l'on retrouve plus généralement dans le pourtour de la Méditerranée. Donc voilà, il y a un profil de la mère qui est à la fois une femme qui passe par l'humiliation, et dans ma famille au sens très large, j'en ai connu beaucoup, c'est-à-dire des tantes, des grands-mères, etc., qui vont vivre cette humiliation au quotidien, qui vont subir la violence de leur mari, de leur frère en particulier, et qui, quelques années plus tard, vont transmettre la soumission à leurs filles et finalement vont tirer un certain pouvoir, une certaine jouissance un petit peu perverse de ce pouvoir en l'exerçant à l'encontre d'autres femmes, en particulier leurs filles, leurs belles-filles, etc. Mais dans la société, les femmes finalement, elles n'ont pas de pouvoir véritablement visible, pouvoir économique, pouvoir politique, pouvoir de décision.
pour l'éducation, elles dépendent finalement de la bonne volonté ou la mauvaise volonté de leurs proches. Donc là, on voit clairement que dans ce roman, le père, c'est lui qui décide, contrairement à d'autres pères. Partir, c'est trahir. Est-ce que vous l'avez vécu comme ça? Oui. Oui, en particulier au moment de la thèse. Donc la rédaction de la thèse, qui dure tout de même 4 ans, et un petit peu après, je l'ai vécu de cette manière où je n'avais pas du tout envie de correspondre à l'attente qu'on avait de moi sur le plan intellectuel, donc de faire les choses que mes camarades, mes amis faisaient, et donc de choisir un sujet parfaitement inattendu. Et forcément, j'en suis arrivée à un point où en Tunisie, lorsque je rentrais tout le temps, je passais mes étés là-bas pour dire les choses clairement, je n'arrivais plus à prononcer mon sujet de thèse. Donc ça a été une expérience intellectuellement extrêmement riche, mais également bouleversante, où il y avait aussi un sentiment de culpabilité. Et dans le même temps, je ne voulais absolument pas renoncer à cela parce que moi, de l'intérieur, je savais tout ce que ce travail, ce détour par l'autre, donc le juif, l'israélien, pouvait m'apporter sur le plan du développement personnel et intellectuel. Et c'est grâce à ce travail qu'aujourd'hui, je peux revenir vers la littérature arabe et que depuis, j'ai pu nourrir suffisamment de distance critique, émotionnelle aussi, pour travailler sur des auteurs comme Najib Mahfouz, Tawfiq Hakim, Taha Hussein, Nawal Saader et bien d'autres aussi. Et donc c'est grâce à ce détour justement par l'autre qui m'a ouvert les yeux sur un autre champ. C'est grâce à ce détour par l'autre, et est-ce que ce n'est pas aussi grâce à la distance finalement? Est-ce que le fait de partir ne vous a pas permis de mieux voir finalement la société d'où vous veniez? Oui, tout à fait. D'ailleurs, de toutes les façons, dans tout roman, l'enjeu fondamental, c'est celui de la construction d'un point de vue. Alors, dans Sous les pas des mers, il s'agit de construire un point de vue. Alors, le point de vue d'une femme, le point de vue d'une femme qui est partie et qui a trahi, et donc qui doit passer outre cette trahison et cette culpabilité. L'écriture, finalement, ça revient à un moment de libération. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la narratrice, qui joue le rôle de l'auteur fictif, finalement, elle se dit, je suis prête maintenant à assumer cette trahison et à ne plus la voir comme une trahison, mais à la voir comme une chance pour se construire, et donc pour construire un nouveau discours sur cette société d'origine, avec un discours et un point de vue donc, qui formule à la fois un attachement énorme à cette société, un engagement fondamental, et dans le même temps qui voit les travers et les perversions d'une société depuis l'indépendance. Alors, ce travail étant fait, vous partez, vous revenez, vous assumez tout ça, et là, la Tunisie s'embrasse, se soulève, et c'est un autre pays depuis un peu plus d'1 an maintenant. Comment vous vivez tout ça? Eh bien, justement, la dernière partie du roman, c'est vraiment un appel à la révolution. Et là, je cite quasiment de manière... Non, en citant les Tunisiens avec qui je discutais. Vraiment. Et en 2007-2008, donc j'étais là-bas, et en discutant avec les commerçants, les petites gens, il n'y avait que ce mot qui revenait. Et bizarrement, dans les médias officiels, dans la presse écrite, etc., il n'y avait aucun écho, justement, à ce cri. Donc il y avait véritablement un cri qui se disait, qui se formulait, il fallait simplement être là pour l'écouter, et il n'avait pas du tout sa traduction d'un point de vue national, médiatique, ainsi de suite. Donc voilà, à la fin il y a un personnage même qui appelle à la fois à la révolution, mais il veut une révolution qui donne le chaos à un moment donné. Les gens en ont tellement assez de cette situation de soumission, de fermeture, parce que la dictature, c'est, en gros, la dictature, on vous explique que l'histoire est finie, qu'il n'y a plus rien à faire, qu'il y a des dictateurs, enfin un dictateur avec son équipe qui s'occupe de vous, qui vous prend en charge. D'ailleurs, le dictateur, il a souvent la posture d'un père. C'est le père de la société, de la nation. Il gère en quelque sorte la société et les affaires de la société comme un père sévère, autoritaire. Et donc on vous explique que l'histoire, elle est terminée, que vous n'avez plus à
sur le plan public. Voilà, on s'occupe des affaires privées. Donc voilà, en tout cas, il y avait cela. Et lorsque, il y a un peu plus d'1 an, la révolution a éclaté, donc j'étais là-bas. Et effectivement, c'était quelque chose de tout à fait attendu. C'est-à-dire les gens sur place en Tunisie, ils racontaient ça comme ils racontaient quelque chose auquel tout le monde pouvait s'attendre. C'était, à un moment donné, les choses allaient forcément aboutir à cette explosion. C'était dans l'ordre, dans le cours des choses. Donc voilà, le point de vue... On peut dire un peu la même chose de l'Égypte, Maï nous le confirmera peut-être. Hein. On peut dire un peu la même chose de l'Égypte. C'était attendu depuis des années et ce n'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Et alors aujourd'hui, Mounira, quel est comment vous concevez votre rôle de Tunisienne, tout simplement, dans les événements actuels, dans l'évolution du pays? Comment, est-ce que c'est par l'écriture? Est-ce que c'est par autre chose? Comment vous agissez finalement? Comment vous vous situez? Donc là, effectivement, j'ai le projet d'un deuxième livre. Et le statut de ce livre, il est encore quelque peu hésitant, parce que je voudrais véritablement inclure en quelque sorte des témoignages recueillis directement en Tunisie. Donc effectivement, c'est par l'écriture que je conçois la continuation de cet engagement, et peut-être qu'il y aura également d'autres formes. Des défenses immunitaires contre la perte, contre la résignation à la fatalité, contre l'attente. Alors c'est un souvenir très douloureux, j'imagine. Oui. C'est presque autobiographique. Moi j'appellerais ça une autofiction. Parce que l'opération en tant que telle, la perte de cet enfant le jour de sa naissance, a créé de l'écriture. J'ai commencé à écrire 3 jours après l'opération. Et donc, mais au bout d'un certain temps, j'ai décidé que c'est pas un roman comme ça, c'est plutôt le rabâchage de cette tristesse-là et comment s'en sortir, etc. Et j'ai mis donc le manuscrit dans mes tiroirs pendant 2 ans. 2 ans plus tard, j'ai retravaillé le manuscrit en vue de le publier. Et donc, on passe un petit peu de la douleur de l'écriture au moment de l'écriture à quelque chose de beaucoup plus élaboré au niveau de l'écriture. Et donc, j'ai décidé à ce moment-là de le publier comme roman avec une touche auto-fictionnelle, disons. Mais Doniazad, c'est aussi la sœur de Sherazade dans Les 1000 et une nuits, et c'est la sœur qui se cache sous le lit pendant les 1000 et une nuits, donc qui est présente, absente, et je décide donc de donner le nom de Doniazad à cet enfant qui est absente, mais présente dans la vie de sa maman, jusqu'au moment où la mère décide de faire un autre enfant et donc de vaincre la perte. Donc comme vous voyez, et Robert il l'a très bien dit, moi j'appartiens à une génération, ce qu'on appelle la génération des années 90 au Caire, qui était complètement désillusionnée vis-à-vis de la politique, qui ne voulait rien savoir de la politique, qui n'avait aucune action politique. Moi, jusqu'aujourd'hui, je n'appartiens pas à un parti politique, je ne suis membre d'aucun parti. J'appartiens à la gauche, en général, la gauche du cœur. Oui. J'en prête aussi une définition très très belle de Gilles Deleuze dans l'abécédaire de Gilles Deleuze, où il définit la gauche comme une affaire de perception. Il dit que la gauche, c'est de penser à l'horizon plutôt qu'à son nombril. Alors c'est un peu ça, on ne peut pas être heureux à moins de s'assurer, et ça vient de Farabi, qui est un grand philosophe aussi arabe musulman du 9e siècle, qui disait que le bonheur n'est possible que si l'on est sûr que dans l'horizon, tout le monde là-bas, au fond, est heureux, aussi bien heureux que moi. Donc il ne s'agit pas juste de ma rue, de ma famille, de ma patrie, mais de l'humanité en général, et j'appartiens à cette gauche-ci. Donc c'est un peu ça, dans mon écriture, mes romans. Le 3e vient de sortir, je suis très très fière parce que j'amène la copie arabe avec moi, ça s'appelle A Cappella. L'écriture pour moi a toujours été, depuis 90, quand j'ai commencé à écrire jusqu'aujourd'hui, une question d'art qui dépasse tout à fait les limites nationales. Et mon ambition, c'est d'écrire un roman qu'on n'appelle pas forcément arabe,
arabe, ou qu'on n'appelle pas forcément égyptien, mais qu'on appelle roman. J'emprunte un peu dans le style de Kundera quand il parle de la grande et de la petite littérature. La petite littérature reste nationale, et la grande littérature est ouverte sur l'humanité. Donc un de mes idoles sont nombreux évidemment, mais Proust en est un. Vous comprenez, donc Kafka, enfin ces gens-là, pour moi, ce sont des demi-dieux. En littérature Kundera, dans la littérature... Alors, on peut préciser que ton prochain roman sera d'ailleurs écrit en français. Oui. Et d'ailleurs, oui, j'ai commencé à l'écrire à Limoges il y a 4 ans. J'ai eu une résidence d'écriture et je l'ai presque fini ce roman français. Mais en l'écrivant, j'étais en train de relire Proust et du coup, je me suis sentie complètement écrasée vis-à-vis de ce roman. Il ne faut jamais relire Proust. J'ai décidé de mettre ça dans le tiroir, on n'en parle plus. Je suis revenue à l'arabe et je me suis dit, bon, c'est la zone confortable et donc pour le moment, j'hésite un petit peu. Mais espérons que le roman sera traduit. Je suis de très près, mais la traduction du roman avec Mona Ladigata, qui est poétesse aussi, qui traduit le roman chez Arte Sud. Alors, je participe un petit peu aussi à la traduction. Mais pour revenir à la question, Robert, c'est vraiment dans le style de ce qu'on appelle la littérature intimiste, qui est tout à fait le contraire de ce qu'on va appeler une littérature engagée. Mais du coup, le 25 janvier 2011, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, je suis surprise moi-même, je deviens activiste. Et voilà. On va revenir sur l'activiste, mais j'ai noté quelque chose en 2005. En 2005, Mike Denison disait cette chose très étrange, et je voudrais qu'elle nous l'explique. En Égypte et ailleurs où mes romans étaient publiés, j'étais particulièrement bien reçu, parce que je suis une femme. Les femmes sont aujourd'hui à la mode. Une des raisons de cette mode, c'est de satisfaire le voyeurisme des lecteurs qui tout d'un coup, en Égypte, dans les années 1990, ont commencé à s'intéresser aux écrits des femmes. Alors ça, c'est très intéressant, parce que d'habitude, on dit une femme, elle est pénalisée, on va la surveiller davantage, elle ne va pas pouvoir. Et là, tu nous disais, finalement, je suis privilégiée, avantagée, parce que je suis une femme. Pourquoi ? Parce que justement, dans cette génération qu'on appelle la génération des années 90 au Caire, en Égypte en général, on peut parler d'une vingtaine, trentaine d'écrivains qui sont nés plus ou moins au même moment. La moitié étaient des femmes et l'autre moitié étaient des hommes. Lorsqu'on regarde l'accueil médiatique des écrivains femmes, des écrivaines, on voit très bien que cet accueil est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus grand, disons, même en quantité, comparé à l'accueil accordé aux hommes écrivains qui sont nés dans la même génération et qui sont autant intéressants que nous, femmes. Autrement dit, il y a des femmes qui peuvent publier de mauvais romans, ça passe. Absolument. Ouais. Il suffit que ce soit une femme et puis le roman est pénible, qu'on ne peut pas appeler littérature du tout. Mais ça passe parce que bon, il y a une certaine audience, un certain lectorat qui s'intéresse à ça. Donc moi, j'essaye de dépasser tout le temps les catégories bien faites du genre littérature égyptienne. Je préfère littérature, point. Écriture de la femme, je préfère écriture, point. Et qu'on puisse avoir cette ambition-là d'aller chercher quelque chose de beaucoup plus durable et beaucoup plus intéressant que l'actualité. Si l'actualité aujourd'hui dit que les femmes sont très importantes, qu'il faut les encourager à écrire, etc., et puis du coup, j'ai un certain lectorat, et puis 50 ans plus tard, les choses ont changé, et mon écriture ne défie pas le test du temps, donc je ne suis pas écrivaine. Et je regrette, il ne faut pas chercher en dehors de l'écriture des supports qui vont pousser l'écriture en avant. L'appui doit venir de ce texte-là. Si ce texte-là peut vivre 200 ans, moi je serais très très heureuse que ce soit un texte égyptien ou arabe ou écrit par une femme ou écrit par un homme. L'essentiel c'est que ce texte puisse relever ce défi du temps. D'accord. Tu disais tout à l'heure, tu n'appartenais pas à un parti politique, mais tu as signé tout récemment, avec 200 intellectuels, artistes, acteurs, actrices, un texte, un manifeste
contre l'article 2 de la Constitution égyptienne. L'article 2 de la Constitution qui dit que l'Égypte est un État islamique et que la source principale de sa jurisprudence, c'est la jurisprudence islamique. Donc ça, c'est un engagement qui rejoint le site, pas comment on l'appelle, site blog que tu as créé sur l'état civil. Et je crois que cette notion d'état civil, alors nous on traduit parfois en français laïque, en Égypte ça ne s'appelle pas comme ça ou on ne veut pas l'appeler comme ça. En tout cas civil, si j'ai bien compris, c'est un état qui n'est pas militaire et qui n'est pas religieux. C'est bien ça. Et on a l'impression que ça c'est un combat que tu mènes, toute ton action est centrée sur cet état civil. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, le manifeste que tu viens de mentionner, Robert, c'est le manifeste que j'ai écrit moi-même et que j'ai envoyé à tous mes amis, artistes, écrivains, etc., un peu partout dans le monde. Il y a un grand groupe diasporique, d'écrivains diasporiques qui vivent à l'extérieur de l'Égypte, qui l'ont signé et qu'on a fait publier dans une dizaine de journaux, de magazines, etc., à partir du 13 février. C'est une date très importante parce qu'on sait tous que la chute de Moubarak, c'était le 11 février. Donc moi j'ai commencé à faire circuler cette pétition, ce manifeste par Internet pendant la Révolution, et le 13, c'était déjà dans une douzaine de journaux. L'idée, c'était quoi? Pendant la Révolution, Moubarak avait créé ce qu'il a appelé un comité de dialogue. Il a essayé de récupérer les forces qui se trouvaient dans la rue à ce moment-là pour essayer de voir comment il peut mater la Révolution de diverses façons possibles. La seule force qui était présente dans ce comité de dialogue et qui est sortie et qui a profité de cette rencontre avec Moubarak, c'était les frères musulmans. C'était clair à tout le monde qu'il y a eu un deal qui a été signé à ce moment-là entre le régime de Moubarak et les frères musulmans. En sortant de ce comité de dialogue, il avait octroyé aux frères musulmans, qui étaient un groupe clandestin, le droit de créer un parti politique. Donc il faut qu'on soit très clair là-dessus. Moi, j'ai toujours écrit dans les journaux, ce livre, Les Murailles du Paradis, vient justement, c'est un recueil de textes qui a été publié dans un journal très connu en Égypte qui s'appelle Lozel Youssef. Et pendant 3 ans, j'avais aussi, entre autres, milité contre le fait que les frères musulmans soient un groupe clandestin. Je voulais absolument qu'ils aient le droit de s'exprimer à travers un parti politique. Et dans ma tête, j'avais écrit à un moment donné cette expression-là, la politique, c'est le cimetière de la mission des frères musulmans. Si on leur permet de jouer politique, on arrête de les sacraliser et ce sera la fin, ce sera le début de leur fin. J'ai écrit ça, donc c'était très clair dans ma tête. Mais pendant ce comité de dialogue, c'était très clair qu'il y a eu ce grand complot, disons, contre la Révolution, et j'ai décidé donc d'écrire cette pétition-là pour dire que si jamais les frères musulmans accèdent au pouvoir, et ça c'est ce qu'on voit aujourd'hui, ils sont majoritaires au Parlement, il faut commencer à réfléchir à cette situation où, pour la première fois en Égypte, nous aurons un groupe islamiste au pouvoir, et l'article 2 de la Constitution est très très dangereux dans ce contexte-ci. Qu'est-ce qu'on fera? Jusqu'à date, c'était pas un article qui s'imposait. Mais si ce sont les frères musulmans qui accèdent au pouvoir, qui sont au Parlement, qui est l'institution de la législation dans le pays, et qu'ils ont entre leurs mains cet article, il faut faire une action contre. Donc j'ai appelé au changement de l'article 2 de la Constitution qui stipule que l'islam est la religion de l'État et que la charia, la loi islamique, est la source principale de la jurisprudence. Donc c'était un gros moment dans l'histoire de la Révolution. Moi je prétends, personne ne savait à l'époque que c'était moi, la personne qui avait initié ce manifeste. Mes amis le connaissaient, on a peut-être eu 600, 700 signatures. Mais personne ne savait que c'était finalement moi. Donc je me cachais un petit peu aussi, parce que je ne savais pas quoi faire, et c'était nouveau pour moi. Mais tout de suite, après ce manifeste-là, plusieurs personnes autour de moi, des amis, des intellectuels, m'ont répété quelque chose que
que je trouve jusqu'aujourd'hui inacceptable, c'est pas le moment. Alors c'est quand le moment? Et du coup, je me suis dit, ok, c'est peut-être pas le moment, le 13 février. C'est quand le moment? Et j'ai posé la question autour de moi, il n'y avait jamais de réponse. C'est quand le moment pour essayer de résister à cette présence islamique montante? Le site internet, que j'ai créé ici avec mon propre argent, parce que je ne voulais pas, je n'appartiens pas à un groupe, je suis seule comme ça, avait comme slogan une phrase de Lénine, personne ne sait que c'est Lénine, mais finalement ça passe. En arabe ça dit بالأمس لم يكن الوقت مناسبا غدا سيكون الوقت parfait. C'était très clair. Hier, ce n'était pas encore possible, demain, ce sera trop tard. Donc c'est maintenant ou jamais. Cette lutte-là, il faut la mener tout de suite. Et comme Robert l'a très bien expliqué, nous appartenons quand même à un monde plutôt dans le discours politique en général, il y a l'influence anglo-saxonne plutôt que l'influence française, alors que l'Égypte fait partie de la francophonie, n'est-ce pas? Mais en tout cas, lorsqu'on réfléchit à secular state, l'état civil, on ne pense pas tout à fait de la même manière qu'en France lorsqu'on parle de la laïcité. Finalement, la laïcité est un élément dans l'état civil. Donc, Dawla Madaniya, c'est cet état civil qui refuse le contrôle militaire et qui refuse aussi le contrôle religieux et qui reste donc très proche de ce que la Révolution française a créé, mais aussi ailleurs dans le monde, d'autres grands pays ont pu réaliser jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire une certaine modernité, un certain respect de la citoyenneté, un certain respect de le droit, la légalité, etc. Donc c'est un peu dans cet esprit que nous avons choisi le mot Madaniya en arabe, plutôt plus proche de civil state anglais que de laïcité en français. Et d'ailleurs, laïcité, c'est un mot presque tabou en Égypte. On dit Aïmaneya, on veut dire laïcité, c'est gravissime. Donc on a le manifeste au tout début, quand je l'ai fait circuler, c'était Nahwa Dawla Aïmaneya. Ensuite, j'ai changé Aïmaneya et j'ai mis le mot Madaniya, et comme ça, c'était beaucoup plus accessible à tout le monde et je pouvais rallier beaucoup de gens autour de ce concept. Je prétends, avec beaucoup de modestie, mais ça il faut le dire, que depuis cette lutte-là, qui a commencé le 13 février 2011 jusqu'aujourd'hui, ce que nous avons gagné vraiment sur le terrain, c'est le fait que tous les partis, presque tous les partis politiques en Égypte aujourd'hui, appellent pour Dawla Madaniya. Donc c'est une année et quelques mois de lutte, mais ça a donné un résultat très important. Et ce résultat vient de quoi? Vient d'une, deux ou trois personnes comme ça qui se sont rassemblées, qui ont décidé de faire un peu de la politique avec l'argent de poche et tout ça. Donc ça ne prend pas de gros partis, ça ne prend pas de grandes subventions, ça ne prend pas... Enfin, il faut quand même dire qu'il y a d'autres personnes qui veulent changer aussi l'article 2 de la Constitution, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'ils trouvent qu'il n'est pas assez islamique, l'article 2, et certains proposent, les salafistes par exemple, de dire que la source de la jurisprudence égyptienne, même pas la source principale, mais la source, c'est la charia, c'est la... Oui, les salafistes refusent complètement le terme Madaniya, qui réfère à civil ou à secular, refusent complètement et ils veulent imposer, mais ils représentent quand même 30% du Parlement aujourd'hui, ils veulent imposer une reformulation de la Constitution. Mais on sait tous que les salafistes, c'est une création, c'est le corps qui a été créé par Moubarak et son régime pour devenir l'instrument qui va lutter contre les frères musulmans. Donc on crée un corps islamiste beaucoup plus radical que les frères musulmans, avec toute l'influence wahhabite, etc., pour que le moment venu, si les frères musulmans qui sont sur la scène politique depuis 80 et quelques années accèdent au pouvoir, il y aura un autre groupe beaucoup plus radical, contrôlé par le régime de Moubarak, qui allait donc résister à l'influence des frères musulmans. Et on le sait tous, le parti créé par les salafistes a été créé en juin dernier. C'est complètement illogique qu'un nouveau parti créé en juin 2011 accède au pouvoir avec 30% au Parlement. Il y a quelque chose qui
qui ne tient pas debout là-dedans. Mais on sait qu'il y a l'appui de l'ancien régime, on sait qu'il y a l'appui des militaires, on sait qu'il y a l'appui du service secret, etc., qui appuie les salafistes en particulier pour faire une sorte de créer un groupe monstre pour montrer que les frères musulmans, ce sont des modélistes. Et ainsi de suite. Donc c'est un jeu comme ça. Mais moi, je m'intéresse évidemment à ce jeu, mais je continue dans mon chemin comme un train qui fonce comme ça. Et je dis, moi, ce que je veux convaincre les gens en Égypte d'adopter, c'est d'adopter les principes de la modernité, les principes de l'état civil. Et on va travailler là-dessus. Ça ne va pas être acquis aujourd'hui, ça ne va pas être acquis au bout d'1 an de lutte, ça va être acquis au bout de 5-6 ans de lutte. Et j'ai la main de la laine, je suis professeure d'université, donc tout va bien. Bon, nous reviendrons évidemment sur l'Égypte et la Tunisie, mais je me tourne vers Sama pour la Syrie. Une question personnelle d'abord, avant de parler de choses plus générales. Et rejeté par votre milieu familial. Après cette prise de position publique contre le régime aussi forte. لا في يعني كعائلة مقربة طبعا لا بس بالعموم كان يلجأ النظام لنوع من الألاعيب اللي ينشرها بين الطائفة الأبناء الطائفة لإثارة الكراهية ضدهم حقيقة بس كعائلة مباشرة أبدا ولكن ضمن الطائفة نعم. Avec la famille proche, non, de la famille proche, je n'ai pas été rejetée, mais le régime, en général, a essayé de faire circuler des choses, des rumeurs, de fausses rumeurs à mon égard, afin d'inciter à la haine contre moi, à la haine de la communauté. Il y a eu d'autres femmes, il y en a d'autres probablement, mais il y en a une en tout cas dont on a parlé, qui est également une femme alawite, qui est l'actrice très connue Fadwa Soliman. Donc, vous n'êtes pas la seule, finalement, dans cette situation. هلا انا ما بعرف ليش انت بضل مصر تصنفني كعلويه وانا مش رح اجاوب على السؤال. رح امتنع عن الجواب عن اي سؤال بخصني كامراه علويه. سوري. Vous insistez à me mettre à rappeler mon appartenance à la communauté alawite et je refuse de répondre à toute question me mettant sous cette identité-là parce que je ne me considère pas en fonction de mon identité communautaire. Elle l'avait d'ailleurs déjà dit tout à l'heure et c'est très intéressant. Alors on va rester sur le côté confessionnel quand même, parce que tout le monde se pose la question. On entend dire qu'en Syrie, les chrétiens sont pour le régime. Est-ce que c'est vrai? الحقيقة بالعموم من بداية التظاهرات عندما خرج الناس للتظاهر ضد النظام كان خرجوا المسيحيين والمسلمين والمسلمين سنة وعلويين مجموعة طوائف خرجت في بداية التظاهرات في الشهور التي قدر لي أن أكون موجودة فيها في الداخل الشهور الأربعة الأولى أنا رأيت مسيحيين ورأيت كافة الطوائف السورية موجودة ما حدث شيء ثاني لاحقا أقصد يعني ممكن هلا نحكي عنه. Dès le début, aux prémices des révolutions, au tout début, les 4 premiers mois où j'étais présente, j'ai vu toutes les communautés dans la rue, chrétiennes, musulmanes, tous les rites sunnites, chiites, alaouites, tout le monde était dans la rue.
طبعا هناك امر لابد من التوقف عنده، وهو ان الغالبيه السكانيه من سكان سوريا هم المسلمين السنه، فمن الطبيعي عندما تكون اي تظاهره تخرج ان يكون الغالبيه المتظاهره هم من الطائفه السنيه. Mais vu que la communauté sunnite est la communauté dominante en Syrie, il est donc majoritaire, il est donc évident de noter une présence sunnite majoritaire dans les manifestations. طبعا مع اعمال النظام الالاعيب الاجراميه التي قام بها النظام من احيانا الهجوم على الكنائس، احيانا اظهار ما يقوم به المتظاهرون انه نوع من العصابات الاسلاميه المسلحه، او احيانا قتل بعض افراد الطائفه العلويه والصاقه بالسنه والفعل ويعني قتل الطائفه، يعني من الطائفتين كانوا يقتلون ويقولون لكل طائفه ان الطائفه الاخرى هي قتلت. Le régime a usé de ruses afin de semer la zizanie entre les différentes communautés, faisant circuler des rumeurs comme quoi il s'agissait de bandes armées de voyous, commettant des crimes au sein de différentes communautés en faisant croire à chaque communauté qu'ils étaient victimes, qu'ils étaient victimes de l'autre communauté. طبعا كل ذلك ادى الى انكفاء الاقليات بين قوسين، يعني الاقليات الى خوف العلويين، خوف المسيحيين، خوف الدروز، بالعموم العلويين بالعموم خافوا بشكل اكبر لانه شعروا انفسهم مستهدفين، المسيحيين خافوا، ولكن alors les minorités ont eu peur parce qu'ils se sont sentis en danger, mais cependant أنا أؤكد أن الكثير من هؤلاء الأقليات سواء علويين وسأعود للحديث عن المسيحيين يقفون إلى جانب الانتفاضة بشكل سري. أنا أعرف الكثير من الرهبان الذين يقومون بإغاثة الجرحى وبإيصال المواد الغذائية والمؤن، وأثناء حصار المدن كانوا يشكلون ممرات قوافل إغاثة لهذه المدن، يعني في العموم كانوا يقفون إلى جانب الانتفاضة ولكنهم خائفون. Je peux vous assurer que plusieurs opposants d'origine chrétienne ou alawite ont soutenu les manifestants, mais secrètement. Ils ont essayé de soigner les blessés, d'apporter des aides humanitaires lors du blocus, d'assurer des couloirs humanitaires, mais ceci en secret. هناك نستطيع القول أن في العموم الأقليات تكون مشاركتها في الانتفاضة على وجهين. عموم الناس تكون خائفة وغير قابلة للانخراط في هذا الحراك الشعبي قبل أن يتحول الآن إلى شيء آخر، والنخبة من هؤلاء الأقليات سواء المسيحيين ولا العلويين ولا الدروز وإلى آخره منخرطين إلى حد ما في حركة الثورة. Par rapport aux minorités, elles participent à la révolution. Ces minorités ont un double visage. Nous avons la classe populaire qui a vraiment très peur et l'élite qui est intimement imbriquée aux manifestations et intégrée au soulèvement et elle participe activement. لكن ما لا نستطيع إنكاره أنه بعد أن حدثت الانشقاقات في الجيش وبدأت هناك ما تشبه الدفاع عن النفس، بدأ السوريين يدافعون عن نفسهم بعد شهور طويلة من القتل اليومي، بدأوا يدافعون عن نفسهم وصارت انشقاقات في الجيش. أعتقد أن هناك تخوف مسيحي مما يحدث، أظن ذلك. Mais ce dont nous ne pouvons pas nier, c'est que suite aux crimes perpétrés au jour le jour par le régime syrien et la division de l'armée, ceci a abouti à une peur réelle des minorités, une panique chez les chrétiens. Malheureusement, c'est ce que voulait le régime.
voudrais qu'on parle des femmes parce que dans le cas de l'Égypte et de la Tunisie, on dit souvent, et à tort d'ailleurs, où sont passées les femmes? Les femmes étaient très engagées dans ce soulèvement, cette révolution, et par moments, on a l'impression que c'est devenu une affaire d'hommes. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, d'ailleurs, on a assisté à des manifestations de femmes au Caire, par exemple, en Tunisie, pas plus tard qu'aujourd'hui. Mais à partir du moment où il y a de la violence, où c'est la rue qui est en jeu, où c'est la violence, les femmes disparaissent. Où sont-elles? من بداية حركة الاحتجاج الشعبي كانت النساء السوريات من المساهمات ليس في المشاركة فيها، ولكن كنا من المخططات للبدء بهذه التظاهرات وهذه الثورة حقيقة. Dès le début de la contestation populaire, nous les femmes, nous faisions partie des stratèges nous avions participé à la stratégie de la mobilisation de la rue. لدينا الكثير من النشاطات الميدانيات وقبل أن يبدأ العنف، قبل أن يتنامى العنف، كان هناك الكثير من النشاطات الميدانيات اللواتي ينزلن إلى التظاهرات. أنا سأضطر لإعادة معلش آسف للملل. كنت أقول أنه في بداية التظاهرات أو في بداية الحراك الشعبي من شهر آذار وحتى قبل آذار كانت النساء السوريات من ضمن مساهمات أساسيات في بداية الثورة وفي صنع حركة الانتفاضة. C'est ce qu'on l'a déjà dit. Donc voilà, les femmes dès le début ont participé activement à la mise en place de cette révolution. وعملنا على عدة أصعدة، عملنا في التظاهرات بشكل عملي، كنا ينزلنا للتظاهر جنبا إلى جنب مع الرجال. Et nous avons travaillé à plusieurs niveaux, déjà qu'elles soient dans la rue aux côtés des hommes. وكنا يتعرضن لخطر الموت والاعتقال والضرب والإهانة. Et les femmes ont été exposées aux dangers de violence, de mort, et de toutes sortes de violences, d'attaques physiques. قامت النساء بتوثيق الانتهاكات الإنسانية. لدينا أهم مركز لتوثيق الانتهاكات الإنسانية تقوم به امرأة في سوريا. Et les aides alors les aides enregistrées sont surtout faites par les femmes. Non. Documentation, pardon. Alors tout ce qui a été retenu comme documentation et observatoire est le travail des femmes. أيضا النساء عملنا كفرق إسعافية وإغاثية ولفك الحصار عن المدن السورية. Les femmes ont également ont milité afin de faire chuter les blocus et assurer l'assistance lors des blocus des villes et assurer l'aide humanitaire. لا نستطيع إنكار أنه رغم أن مشاركة المرأة كانت تتعدى الفاعلية المفترض أنها تكون في مجتمع محافظ أو مجتمع عربي، تتعدى المطلوب منها. Sans doute que l'action de la femme a dépassé ce qui était attendu par rapport à cette société traditionnelle qui est la société de la femme. إلا أنه عندما ابتدأ العنف يشتد وبدأت الانشقاقات العسكرية تظهر وبدأت تكون هناك مواجهات مسلحة بين الجيش السوري الحر والجيش النظامي، الحقيقة
lorsqu'il y a eu une montée de la violence et les divisions de l'armée, nous notons un recul de la participation des femmes dans les manifestations. لكن حتى الآن مشكلنا كما يقال ظهيرة خلفية لحركة التظاهرات، لحركة الانتفاضة، يعملنا بطريقة مختلفة. يعني انتقلت حركة النساء من حركة الوجود العلني إلى الخفاء، ولكنها موجودة وباقية. Mais l'action des femmes a pris une autre forme, elle n'est plus présente de manière visible, mais elle est en fait présente à un autre niveau, dans les coulisses de la révolution. يعني أنا أعرف الكثير من الناشطات الآن في الداخل السوري يعملن حقيقة كمجندات، كضابطات اتصال بين المدن ولنقل المساعدات الإنسانية، لإيصال مثلا أكياس الدم، لأنه لا يوجد مشاكل، لا يوجد أي إمكانية لإنقاذ الجرحى الذين يسقطون في هذه المواجهات المسلحة. Je connais des femmes actuellement présentes en Syrie qui assurent les connexions entre différentes villes et qui assurent par exemple des sacs de sang parce que les blessés n'ont même pas accès au sang. أنا أريد التركيز على نقطة مهمة وهي تبدو واضحة من خلال تجارب مصر وتونس وليبيا وحتى الآن بدأت تظهر لدينا في سوريا. J'aimerais insister sur un point qui nous paraît très important et évident, comme nous commençons à le constater en Égypte et en Tunisie. أعتقد أننا نحن النساء اللواتي ساهمنا في حركة هذه الثورات وكنا جزء من هذا الحراك ندرك تماما ما ينتظرنا بعد سقوط هذه الأنظمة الدكتاتورية. Nous, les femmes qui assistons à ces révolutions, je crois que nous sommes très conscients de ce qui nous attend dans la période post-révolutionnaire. وأعتقد أن بانتظار سقوط نظام بشار الأسد وأرجو أن يكون قريب جدا. Dans l'attente de la chute du régime de Bachar al-Assad que j'espère imminent. أننا لن نكون في وضع مشرق جدا. Nous ne serions pas dans une époque très facile. Il n'y aura pas d'essor très réjouissant. ولكننا فعلا مستعدات بعد أن نسقط الدكتاتورية لمواجهة أي تشدد ديني من الممكن أن يعود بنا إلى الوراء ويسلبنا حقوقنا. Nous, les femmes, nous sommes prêtes à confronter cette période post-révolutionnaire et le danger islamiste radicalisme qui voudrait nous renvoyer en arrière. أنا أظن أن النساء اللواتي استطاعن بالدخول في معترك الحياة السياسية ضمن هذه الثورات رغما عن الرجال، حقيقة أقولها رغما عن الرجال، يستطيعن بعد سقوط الدكتاتور أن يحافظن على حقوقهن ويطالبن بالمزيد منها أيضا. لست متخوفة أبدا من الشارع الإسلامي بعد سقوط الأنظمة الدكتاتورية. لدينا طريق طويل، هذا باختصار ما أريد قوله. Je n'ai aucune crainte par rapport à notre volonté en tant que femme de participer à la vie politique, ce que nous avons fait pendant les révolutions, il faut le dire, souvent contre le gré des hommes. Et donc je n'ai vraiment aucune crainte par rapport au combat, à notre place dans le combat que nous allons mener à la chute du dictateur de Bachar. C'est intéressant parce que finalement, les trois pays se retrouvent un peu, même si la Syrie pour le moment c'est encore un point d'interrogation, un peu dans la même situation. Alors c'est justement le moment d'engager le débat. Marie. C'est juste pour ajouter à ce que Sam Aliasbek disait sur la situation en Syrie. C'est très anecdotique, mais c'est quand même révélateur. En mars dernier, le 8 mars, jour pour jour, l'année dernière, un groupe
femmes, de féministes égyptiens étaient sortis dans les rues après donc, la chute de Moubarak, en espérant que maintenant qu'on a la révolution, qu'il y a de grands acquis à partir de cette révolution, les femmes auront leur voix, leur liberté, etc. Ce groupe n'a pas dépassé les quelques milliers comparé aux centaines de milliers qui sortaient normalement sur la place Tahrir. Donc il y avait peut-être 3000 ou 4000 femmes qui étaient sorties sur la place Tahrir il y a un an, le 8 mars 2011, pour dire que nous avons participé à la révolution, que nous avons aussi nos revendications, etc. Ce groupe-là a été complètement lynché dans les rues du Caire. C'était une marche jusqu'à la place Tahrir. Ce groupe a été lynché par ceux-là même qui avaient contribué à la révolution ou aux 18 jours de la révolution. Aujourd'hui, un an plus tard, il y a d'autres marches qui ont été organisées pour la journée de la femme et je peux vous dire que cette situation a changé, qu'il y a une reconnaissance de ce que les femmes ont apporté à la révolution. Il y a au bout d'un an une reconnaissance et une fierté de la présence de ces femmes-là au sein de la révolution. Ces femmes ont pu articuler au cours de cette année-là un discours que tout le monde peut comprendre et qui peut rallier le monde. Donc il n'y a jamais de désespoir lorsque la révolution commence, elle continue. Et lorsqu'elle continue, elle continue à des niveaux différents. Peut-être il y a un an, la révolution dans le style féministe n'était pas possible, aujourd'hui elle est possible. Et donc ce sont ces acquis-là qui nous font pousser en avant tout le temps. Ceux qui ont des doutes commencent à lâcher leurs doutes et donc se rallier, etc. Donc il y a toujours cet espoir que la lutte continue et que ça ne va pas changer du jour au lendemain et que nous sommes là dans la rue pour comme le prouver. Oui, donc je voudrais vraiment partager les analyses qui viennent d'être faites par May et par Sarah, et surtout je remercie Sarah pour la force de son témoignage et pour la force aussi de son optimisme. Ça c'est extrêmement important parce que effectivement, moi je viens de passer un mois en Tunisie et je vous avoue qu'un an après, puisqu'on a fêté aussi les 1 an de la première année de la Révolution, il y a eu quelques moments de déprime. Voilà, mais bon, une période post-révolutionnaire, elle connaît certainement aussi une déprime post-révolutionnaire. C'est comme quand on parle de dépression post-natale, voilà, que toutes les femmes ne connaissent pas, heureusement, mais certaines connaissent cette expérience malheureusement. Donc voilà, 1 an après en Tunisie, il y a bien entendu de l'inquiétude, il y a de la peur. Tous les jours, alors aujourd'hui les médias sont libres, donc on apprend des nouvelles des 4 coins de la Tunisie, ce qui est extrêmement important. À la radio, les gens appellent, témoignent, ça dure toute la journée, les gens parlent de leur expérience quand ils étaient dans des années Ben Ali, ils parlent de leurs problèmes au quotidien, etc. Donc on a énormément d'informations qui viennent. Et évidemment, beaucoup d'anecdotes sont racontées. Par exemple, malheureusement, des actes de violence physique qui ont été commis le 31 contre ceux qui voulaient, par exemple, fêter le réveillon. Et ça s'est passé un peu partout dans plusieurs coins de la Tunisie où on estimait que le 31 c'était une fête chrétienne ou païenne ou en tout cas étrangère aux traditions de la Tunisie et où des jeunes qui revenaient chez eux avec un gâteau ont été tout simplement agressés physiquement par les gens de leur quartier. Donc voilà, des femmes sont agressées également aujourd'hui parce qu'elles ne portent pas le voile. Avant, évidemment, il y avait la police. Et effectivement, à l'époque de Ben Ali a joué sur toutes les divisions, y compris les divisions sexuelles. Et donc, la vie d'une femme sous le régime de Ben Ali, quand elle était au volant, qu'elle n'avait pas suffisamment ses papiers, etc., elle était quand même plus facile que celle d'un homme. Donc voilà, souvent il valait mieux être femme au volant sans assurance ou sans permis, enfin on s'en sortait quand même beaucoup mieux que lorsqu'on est un homme. Ça m'est arrivé, je l'ai vécu, et je roulais avec une voiture qui n'était pas assurée depuis un an, j'ai pas eu de problème, j'ai été arrêtée et on m'a relâchée sans aucun problème. Bon, parce que j'étais une femme et on jouait un petit peu là-dessus. Donc aujourd'hui, évidemment, tout
est tombée et les gens disent leur engagement politique, tous, et tous expriment leur vision de la société qu'ils veulent. Tout le monde peut écrire, tout le monde peut appeler la radio, la télévision, etc. pour dire quelle société, justement, ils souhaitent. Donc, on a besoin, effectivement, vraiment d'espoir et de force, parce que le défi post-révolutionnaire, il est absolument énorme. Il y a énormément de choses à construire, et en Tunisie, dans les premiers mois de la Révolution, les femmes ne se sont pas énormément inquiétées. Aujourd'hui, un an après, elles sont plus inquiètes. Parce que dans les premiers mois, en fait, les islamistes n'ont pas véritablement, quand ils ont fait leur campagne, n'ont pas osé finalement dire clairement qu'ils allaient revenir sur le statut de la femme, etc. Au contraire, ils disaient, on vous rassure, on va écrire une nouvelle constitution, mais on ne touchera pas aux acquis. Et aujourd'hui, que se passe-t-il un an après? Maintenant qu'ils ont le pouvoir, et même si on parle de taquette, etc., mais c'est plus une mascarade. Le président, il n'a véritablement aucun rôle. Il est là pour... voilà, c'est le Premier ministre islamiste aujourd'hui qui dicte finalement la politique. Et plusieurs événements, ce qui se passe à l'université de la Manouba à cause de la burqa, confirme évidemment cela. Le soutien visible ou invisible accordé aux salafistes, donc aux groupes extrémistes, confirme cette politique également. Donc aujourd'hui, malheureusement, on commence véritablement à entendre des discours disant mais attendez, l'acquis de Bourguiba, le statut de la femme de Bourguiba, n'est pas sacré. Donc ça commence à arriver, ce discours-là. N'est pas sacré. Même un ministre de l'Ennahda est allé encore plus loin en déclarant, il y a à peu près un mois, que Bourguiba qu'il avait libéré la femme et accordé ce statut parce que c'était un juif qui avait fait ses études en France, qu'il s'était inspiré des idéologies donc sionistes, juives, etc. Enfin bon, il y a énormément, évidemment, de... on a bien tout mélangé, voilà. Donc, je marque là. Avant de donner la parole à Sarah, je sais que elle veut intervenir. أنا بس هيك Voilà. بسيط وسريع إنه دائما المراحل التي تلي الدكتاتوريات الحقب الطويلة من الدكتاتوريات. Alors, quand on vit très longtemps sous la dictature, دائما المراحل التي تلي سقوطها تكون هناك مراحل اضطراب وعنف وعدم استقرار ومحاولة إيجاد طريق لهيكلة دولة جديدة. Alors, après, la période post-révolutionnaire est une période de quête, de construction, où on ne peut que assister à la violence, au chaos. نحن الآن بعد حوالي نصف قرن من وجود ديكتاتوريات في حياتنا لمدة نصف قرن من الطبيعي أن نمر بهذه المصاعب. Après un demi-siècle passé sous les dictatures, il est normal de passer par des périodes de déprime. أظن علينا التفكير بهدوء، أولاً التفكير بهدوء وإيجاد آلية خطاب فكري جديد. Il faut être calme et chercher une nouvelle approche linguistique et de discours politique. Oui, il faut créer un nouveau langage théorique et politique. Alors, écoutez, vous avez la parole. S'il vous plaît, faites signe. Je vous demande d'être concis. Est-ce que vous préférez parler d'un printemps arabe pour les femmes arabes de l'Orient oriental, ou vous préférez parler de la révolution? J'utilise le concept avec le sens le plus large possible pour que ce soit accessible à tout le monde en Égypte. Quand je dis Dawla Madaniya Haditha, on est d'accord qu'il y a quelques principes sur lesquels on veut rallier tout le monde. Parmi ces principes, c'est l'état de droit, c'est l'égalité devant la loi, c'est l'état des institutions. Ce sont toutes ces notions-là qui vont converger sous un terme qu'on essaye de créer en Égypte pour dire, voilà, on est contre les militaires qui sont là depuis 60 ans et on est contre les forces islamistes montantes qui
qui veulent justement accéder au pouvoir et faire taire tout le monde en utilisant les outils démocratiques pour le faire. Je raisonne à partir de ce que j'ai pu apprendre ici. Je voudrais savoir d'où vient son expérience. Est-ce que c'est Damas? Est-ce qu'elle a pu se promener à l'intérieur de la Syrie? D'une part, parce que j'ai cru entendre que pendant longtemps, il ne se passait rien à Damas et qu'il se passait des choses dans des villes de province, premièrement. Deuxièmement, elle a parlé tout de suite de la révolution, mais moi j'ai cru entendre que pendant longtemps, les manifestations demandaient des réformes et pas nécessairement la fin du régime de Bachar el-Assad. Donc voilà, c'est deux questions. في مدينة دمشق طبعا، ومعك حق بالبداية كانت بداية الثورة كانت من الأرياف. تحديدا أستطيع أن أؤكد لك في ريف دمشق. Vous avez raison, au tout début, les manifestations ne se déroulaient pas à Damas même, mais dans les périphéries de Damas. Dans les villes périphériques. فعلا هناك مناطق بدت وكأن لا شيء يحدث، تحديدا مناطق الأغنياء. بدت هادئة وكأنها في بلد آخر. En effet, dans les régions, les quartiers surtout de la bourgeoisie, on sentait que comme si rien ne se passait, comme si nous étions dans un pays calme où rien ne se passait. لكن أستطيع التأكيد لك أنه في غالبية المدن السورية خرجت هذه التظاهرات من الأرياف المحيطة بالمدن. Mais je peux vous affirmer, vous assurer que ces manifestations ont commencé dans les périphéries, dans le milieu rural, proche des grandes villes. Madame Teboussani, quand elle disait qu'elle s'était battue pour que les frères musulmans soient acceptés officiellement dans l'arène politique. Moi j'étais au Caire en février dernier et j'ai fait un espèce de pari. C'était pas du tout une analyse politique, c'était un pari en me disant que justement si l'islamisme avait tellement augmenté par manque d'espoir, les choses rentrent un petit peu dans un apaisement et que les gens aient moins besoin pour exister, pour avoir une personnalité, pour avoir peut-être même une certaine revanche vis-à-vis de tout ce qu'ils ont vécu, auront moins besoin de cet habit religieux qui en soi est terriblement dangereux. Voilà. Exactement la même chose. L'essentiel, c'est que le débat puisse continuer. Il y a eu un débat, même pendant les 30 dernières années, où on a vu la prédomination, disons, de discours islamistes, etc., et qui s'est manifesté dans la rue à travers le voile, le port du voile. Aujourd'hui, au Caire et en Égypte en général, on peut prétendre facilement à ce que, je ne sais pas, 98% des femmes sont voilées, les femmes musulmanes sont voilées, et même quand ce sont des femmes chrétiennes, coptes, etc., elles essayent quand même de se couvrir un petit peu lorsqu'on sort des grandes villes. Donc, c'est quelque chose qui doit être historicisé. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain. C'est relié à la révolution iranienne, par exemple, de 79. Vous allez voir que tous les partis politiques islamistes ont été créés au début des années 80. Donc, cette révolution a donné l'espoir, disons, à ces groupes-là de se constituer politiquement parlant. Les frères musulmans ont existé depuis les années 1920 et ils sont très actifs sur le terrain. Mais il faut faire le pont donc, entre les frères musulmans qui étaient là, qui étaient actifs et qui sont aujourd'hui très actifs, et tous les nouveaux partis politiques islamistes qui ont profité de la situation pour articuler un discours politique qui a maintenant un poids très important qu'il faut reconnaître. Donc ce qu'il faut, il faut travailler sur plusieurs niveaux à mon avis. Ce que moi je peux faire en tant que Maï Telmessène, je suis écrivaine et je suis professeure d'université, c'est de travailler sur la conscience, sur la sensibilisation des gens. C'est quelque chose que je peux faire, je peux écrire, et d'ailleurs je le fais. Donc, je voyage un peu partout en Égypte pour donner des conférences, pour rencontrer des gens dans les petits villages, etc. Et donc c'est le genre de travail que je peux faire, mais avec la conscience qu'au niveau politique, par exemple, notre parlement égyptien aujourd'hui est constitué de 77%
de députés islamistes, qu'ils soient salafistes ou frères musulmans, et les deux sont en conflit. Alors peut-être que les libéraux et les gens de gauche doivent creuser un petit peu, travailler un petit peu sur le fait que ces deux partis-là, ou ces deux groupes-là, doivent rentrer un peu plus en conflit. Et comme ça, peut-être qu'on pourra gagner quelque chose en bout de chemin. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous qu'avec le changement économique, avec le changement des consciences, avec l'amélioration de la situation au niveau de l'éducation, que ce soit à l'école ou à l'université, je suis convaincue que ce changement viendra. Le changement pour être plus concret, vous parlez du voile, donc le changement domaine de la conceptualisation de ce voile. D'où ça vient exactement? Il y a eu en Égypte un débat très important sur la question, est-ce que le voile pour les femmes est une obligation divine ou est-ce que c'est une obligation humaine, sociale? Ce débat, c'est le début de quelque chose de très important. Moi, j'irai dans une conférence et je dirais ce n'est pas une obligation divine, c'est une obligation sociale. Et là, je déstabilise un petit peu les attentes des gens, il y en a quelqu'un qui commence à réfléchir et ainsi de suite. Donc le travail doit se faire un peu comme ça, sur tous les niveaux. انتفاضة شعب لا بس انه نحن مختلفين عن التسميه لانه الثوره بحاجه لاستكمال مشروع فكري الى الامام، يعني انا فهمانه عليك تماما انت شو حبيت تحكي، بس انا بقول اي ثوره او اي انتفاضه ليس من الضروري ان نحضر لها لا مفكرين ولا مثقفين ولا ان يتم التهيئه لها بادبيات ثقافيه او سياسيه. ممكن الثوره ممكن تبدا كحركه احتجاج شعبي وتتحول شيئا فشيئا وتنشا ادبياتها وتنشا الياتها وتنتج ثقافتها معها. انا هذا رايي، لهيك انا زلت محتاره احيانا بين كلمه انتفاضه وثوره فعلا، ولكن انا باعتقادي انها بطريقه لا تكون ثوره. Alors j'hésite toujours à définir le mouvement. Voilà, est-ce que s'agirait-il d'une révolution ou d'une révolte? Mais je ne pense pas que les révolutions soient forcément préparées par des intellectuels. Elles peuvent commencer par des émeutes qui produiraient leur propre culture et qui se transformeraient en révolution. Bon. On a parlé des viols, des agressions sexuelles sur les femmes. Est-ce que vous avez connu personnellement des cas pareils? Premièrement, deuxième branche de la question, est-ce que votre famille a subi des agressions ou il y a des problèmes à cause de votre situation? Des représailles. Personne n'a agressé l'agression envers ma famille suite à mes prises de position. ثانيا أعرف حالات من الاغتصاب أو من التحرش الجنسي تحديدا في المعتقلات تعرضت لها ناشطات وتكتمنا عليها نتيجة الخوف من المجتمع. Je connais quelques cas de viol qui ont été commis dans les prisons et qui ont été tués, bien sûr, à cause de la peur. Bon, je passe. La question s'approche de celle de monsieur. On a lu beaucoup en fait sur les violences qui sont faites aux femmes, que ce soit les femmes journalistes, que ce soit les femmes qui manifestent en fait dans ces révolutions-là, qu'elles soient tunisiennes, égyptiennes, syriennes. Est-ce que aujourd'hui ça décourage les femmes à sortir dans la rue, à se faire entendre à cause de ça? Donc je peux témoigner au moins d'une trentaine de cas de ce qu'on a appelé, et qui est devenu, c'est une situation aberrante en fait, tout le long de cette révolution, qui n'est pas une révolte mais une révolution. Pour moi, il y a eu une trentaine de cas au moins qui ont été qui sont maintenant devant les tribunaux de ce qu'on a appelé les investigations autour de la virginité des femmes ou des filles. Les militaires qui ont pris le pouvoir à partir de la chute de Moubarak le 11 février jusqu'aujourd'hui ont malheureusement essayé d'intimider les femmes qui participaient aux manifestations et qui se
parmi lesquels il y a eu des morts et des mortes, par cette façon-là, donc de les arrêter et de les ausculter, etc., et d'émettre un rapport qui dit que telle ou telle femme n'est pas vierge. Donc c'est vraiment une situation aberrante, et ces femmes-là, elles ont été très courageuses et elles ont porté leur plainte auprès des tribunaux, et c'est quelque chose qui est en train de se faire aujourd'hui devant tout le monde. Évidemment, nous avons aussi ce qu'on appelle le parti du canapé. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu parler de ce parti. De la majorité qui reste devant le canapé et qui regarde la télé et qui ne connaît rien de la révolution à part ce que les médias leur donnent. Alors ce grand parti-là, qui est majoritaire en Égypte, qui n'a jamais mis le pied sur une place ni à Tahrir, ni à Suez, ni aux villes, à Alexandrie, dans aucune des villes où il y avait vraiment une révolution, ce parti, évidemment, regarde la télé et se dit, mais ces filles-là, qu'est-ce qu'elles font sur la place? De plus, elles ne sont pas vierges, etc. Donc, ça crée un débat autour de la virginité des femmes, tout d'un coup comme ça, qui sort de nulle part, mais qui intéresse la population parce que c'est sensationnaliste et que ça intéresse les gens parce que c'est des histoires, etc. Et que ça divertit de toute la violence qui est faite aux gens, les morts qui tombent jour après jour sur la place. On oublie ces martyrs-là et on pense à la virginité des femmes. Donc c'est quelque chose qui arrive, mais c'est un des accidents, un des événements de cette révolution, et il faut pas l'accepter, bien entendu, mais il faut au moins savoir que ça existe et que c'est appuyé par le Conseil militaire. Pour rester sur la question de la révolution, juste une petite remarque. Ce qui me gêne davantage, ce sont les adjectifs accolés au mot révolution. Par exemple, concernant la Tunisie, c'est pour Mounia Lachapelle que je voudrais poser une question. C'est par exemple la révolution du jasmin. Je me suis posé la question, pourquoi ces adjectifs qu'on a collés à la révolution? Alors pour Mounia, bonsoir. Je voudrais, vous avez parlé de la révolution, je suis bien contente d'événements qui se sont préparés depuis bien avant, il y a un an. Comment vous avez vécu, vous, le fait qu'on annonce dans les médias l'idée que c'était une surprise, personne ne s'attendait à ce qu'il allait se passer en Tunisie? Merci. Je suis surprise d'apprendre en France que la révolution que j'ai vécue pendant les 3 premières semaines en Tunisie s'appelait finalement révolution du jasmin. Je l'ignorais complètement. En Tunisie, personne ne parlait de cela. Et donc, c'est vraiment une formule, d'ailleurs, je crois utilisée par un journaliste ou un écrivain ici, qui est très vite devenu un petit peu à la mode, qui a arrangé pas mal de gens. Je peux vous dire que pour moi, et pour beaucoup de Tunisiens que j'ai revus donc, un an après, révolution du jasmin, on n'en parle pas, on ne sait pas ce que ça veut dire, on parle de révolution tout court. Donc voilà. Ensuite, pour revenir justement à ce terme révolution ou révolte, moi je pense que c'est une révolution. Donc là, vraiment, je partage ce qui vient d'être dit, notamment par May et par Samar aussi. Et pourquoi? Parce qu'une révolution, d'abord, elle ne se prépare pas. Vous ne trouvez pas dans les livres d'histoire, voilà, la révolution, elle va se passer à telle date, à minuit. Non, ça ne se passe pas du tout comme ça. Il y a toujours un effet de surprise, alors qu'en fait, elle est attendue, elle est préparée depuis longue date. Et puis une révolution, c'est une révolution, dans les termes, dans la définition, qui emporte de toutes les façons un ordre ancien et qui veut le remplacer par un nouvel ordre, qui veut instaurer un nouvel ordre. Et de manière tout à fait indéniable, en Tunisie, un ordre vient d'être détruit, c'est évident. Donc un ordre fondé sur un régime dictatorial avec la police qui a une place extrêmement importante dans la société, qui terrorise absolument tout le monde. Avant, on disait en Tunisie tout le temps, pendant des années, attention, les murs ont des oreilles, il ne faut pas parler. Et donc il y a une peur qui est partagée dans les villes et pas du tout par les militants, évidemment. Donc cet ordre-là, il est indéniablement balayé. Alors, aujourd'hui, un autre ordre est en train de se préparer. Bon, avec tous les défis, avec tous les doutes et toutes les inquiétudes, bien entendu, dont nous avons parlé. Pour revenir à la question intellectuelle et l'engagement intellectuel,
faire le lien entre les révolutions arabes d'aujourd'hui et aussi la nahda culturelle, intellectuelle, que le monde arabe connaît depuis plus d'un siècle. Donc tous ces écrivains, tous ces intellectuels qui sont allés, pour certains d'entre eux, en Europe, en Occident, en Amérique, au Jabal Marj, etc., pour découvrir d'autres modes de pensée, d'autres notions, etc., ils ont préparé de toute façon, de manière souterraine, justement ces révolutions d'aujourd'hui. Et par exemple, je voudrais citer, pour finir, je m'excuse, je suis un peu longue, mais voilà, quelqu'un comme Taha Hussein, qu'est-ce qu'il a apporté? Il le dit lui-même. Il dit que ce qu'il apporte et l'héritage qu'il voudrait laisser, c'est un mot, une notion, c'est la notion du doute. Voilà. Et donc, évidemment, cette notion du doute qu'il a apportée de la philosophie des Lumières, de son expérience en France, etc., elle lui a valu des procès, de la censure, mais c'est une notion dont nous avons besoin. Nous devons aujourd'hui douter de tous les principes fondateurs de ce qu'on appelle notre identité. Ah oui, la question de l'identité, elle est fondamentale aujourd'hui. Je suis palestinienne de Gaza, citoyenne du 14e, en attendant la libération de mon pays. Après, je vais vivre entre Paris, Palestine, Paris. Ma question est posée à Samar. Le peuple syrien a le droit complètement de descendre dans la rue et demander tous ses droits à tous les niveaux et faire des soulèvements et demander tous ses droits complètement, les femmes, les hommes, tout, à tous les niveaux, politiques, économiques, droits, tous les niveaux. Mais je vous pose une question. À votre avis, est-ce qu'il y a des facteurs extérieurs qui ont aggravé la situation en Syrie? Est-ce que vous pouvez préciser quelles interventions extérieures il y a pu avoir? Quel genre politique et politique? سياسية. يعني شايف السؤال عن في عوامل سياسية مؤثرة كونه في مؤامرة خارجية على سوريا لإسقاط نظام بشار الأسد، هذا هو قول إسرائيل، أو هناك عوامل سياسية تساهم في انتفاضة الشعب السوري؟ Ce que je veux dire, que la situation a s'aggravé, comme la situation s'est aggravée rapidement en Syrie. Pourquoi elle n'a pas pris le même parcours de Tunis ou de l'Égypte? يعني انت مواجهه السؤال للشخص الغلط، انت لازم تسالي بشار الاسد مو انا. Parce que vous devez poser cette question à Bachar el-Assad et pas à moi, ça m'a Mais il n'est pas ici, Bachar el-Assad. J'ai beaucoup de choses à lui dire. طيب انا اقول لك هذا اول شيء، بس انا كمان رح جاوبك. اول شيء انا بعتقد اللي عم يصير بسوريا سبق وبحكي عنه هي رغبه الشعب بالمطالبه بحريته بالكرامه والعداله. Ce que je veux dire, c'est que ce qui se passe en Syrie, c'est une demande de la part du peuple syrien de ses droits fondamentaux. الشعب السوري لم يطالب بإسقاط النظام حتى بعد مرور شهرين من القتل والتنكيل والاعتقال وحصارهم، وكان يريد بعض الإصلاحات. Au début, et ça rejoint la question de la dame là, au début, le peuple syrien a réclamé des réformes. الطريقة الوحشية التي تعامل بها النظام مع مطالب هذا الشعب هي التي رفعت مطالبه لإسقاط النظام. Mais le traitement sauvage dont le peuple syrien a été victime par le régime a fait que le peuple a demandé par la suite la chute de régime et non plus de réforme. أنا أعتقد الوضع السيء
c'est suite déjà à la position géopolitique de la Syrie avec les pays limitrophes dont l'Israël, le Liban, Je pense que le régime de Bachar al-Assad au niveau international est assez protégé. Je pense que Israël veut que le régime de Bachar al-Assad se maintienne. Je peux développer et donner beaucoup d'arguments, mais je ne peux plus aujourd'hui. C'est vraiment un très grand bonheur et un très grand honneur pour moi ce soir d'avoir, moi qui suis à la fois l'adjointe chargée de la culture dans cet arrondissement et l'adjointe chargée du droit des femmes, d'avoir effectivement participé à cette soirée et accueilli cette extraordinaire soirée. Parce que je crois que nous avons d'abord accueilli 3 artistes. Je crois qu'il ne faut quand même pas oublier cette dimension. Nous avons accueilli 3 écrivaines et je crois que nous avons tous envie, chers amis, de nous précipiter pour acquérir vos ouvrages pour ceux qui ne les ont pas encore. Mais nous avons aussi accueilli 3 combattantes, 3 militantes, à la fois du combat démocratique et à la fois du combat du droit des femmes. Alors, comme je ne veux surtout pas être trop longue, je voudrais vous dire simplement que nous avions déjà l'année dernière, dans le cadre du 8 mars à la mairie du 14e, salué le rôle des femmes dans les révolutions, dans les printemps arabes, comme on a coutume de le dire. Je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons encore plus saluer le courage des femmes dans ces révolutions parce que nous avons entendu ce témoignage tellement voyant quand même sur la Syrie. Nous sommes tous aujourd'hui fondamentalement inquiets de ce qui se passe chaque jour en Syrie. Mais nous avons aussi, je crois ce soir, et ça s'est exprimé dans les questions, mais vous l'aviez tellement bien exprimé, nous avons tous un questionnement, une interrogation sur effectivement le post-révolutionnaire pour les femmes, bien sûr pour l'avenir démocratique, mais aussi, surtout, peut-être pour les femmes. Nous avons tous vu les inquiétudes qui se font jour en Égypte, en Tunisie, au Maroc, on ne peut pas encore parler de la Syrie, au Yémen, n'oublions pas, en Libye. Bon. Donc, je crois que ce soir, c'était vraiment un moment passionnant, mais moi j'ai simplement... Mais je vous ai entendu dire que vous revendiquiez votre place dans la Révolution, mais que vous répugniez un petit peu à vous engager dans les partis traditionnels pour continuer le combat. Donc c'est à ça que je voudrais vous donner un message. Les femmes françaises ont souvent eu ce réflexe aussi de dire non, les partis politiques, c'est pas pour nous. Nous n'avons pas envie de jouer ce jeu. Eh bien, moi, je dois vous dire que vous revendiquez la démocratie. La démocratie, ça suppose des partis politiques. La victoire démocratique, elle se gagne à travers le combat mené par les partis politiques. Donc, je vous en supplie, mesdames, engagez-vous dans les partis et menez le combat politique. C'est un combat où les femmes ont toute leur place. Et quand on l'a gagné en plus dans la Révolution, vraiment, on doit le poursuivre dans la politique. C'est mon premier message. Mon deuxième message, vraiment, je vais répondre à l'appel de Mounira qui nous disait on a besoin de force, on a besoin de vous. Eh bien, oui, vous pouvez compter sur nous. On essaiera de faire tout ce qu'on pourra pour aider, dénoncer quand il le faut, aider, soutenir. Et la première chose donc, que nous allons faire, j'espère tous ce soir, c'est de signer ce fameux appel qui est publié dans le Monde, l'appel des femmes arabes pour la dignité et l'égalité, pour le combat donc pour que les constitutions de ces nouvelles démocraties, surtout, ne marquent pas des retours en arrière pour les femmes et au contraire marquent des progrès pour
pour les femmes dans tous ces pays. Voilà, et évidemment le dernier mot, Choukran.